Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Plongeons ensemble dans une période fascinante et pleine d'innovation, celle de 2016 à 2024. C'est une période où les frontières de l'aéronautique et de la spacinautique n'ont cessé de reculer. En effet, cette décennie a été marquée par des missions spatiales particulièrement ambitieuses. On peut citer par exemple la sonde Juno vers Jupiter, la mission Osiris-Rex ou encore la mission Rosetta, qui a atteint de véritables sommets scientifiques. Et ce n'est pas tout. Des avancées majeures ont aussi eu lieu, notamment avec les lancements réutilisables de SpaceX, ainsi que de nouveaux programmes comme Chang'e en Chine. Tout cela a véritablement révolutionné notre vision de l'espace. Revenons maintenant sur Terre. Ici, les acteurs privés ont véritablement bousculé les règles du jeu. On pense bien sûr à Elon Musk avec SpaceX ou Jeff Bezos avec Blue Origin. Ils ont notamment popularisé la réutilisation des lanceurs et lancé des projets futuristes comme les taxis volants électriques ou encore le développement des avions hybrides et électriques. Mais l'innovation ne se limite pas à la vitesse ou à la portée. De nouveaux concepts commencent à prendre forme, comme l'aviation autonome, les drones solaires et les avions à hydrogène. Autant de technologies qui redéfinissent complètement l'avenir du transport aérien. Alors, découvrons ensemble comment ces dernières années ont transformé l'exploration spatiale et l'aviation. Et surtout, comment ces révolutions sont en train de façonner l'avenir des cieux et bien au-delà. Aujourd'hui, on va se pencher sur une année charnière pour l'exploration spatiale, 2016. On va voir ce qui s'est passé à l'époque pour quelques missions majeures et surtout où elles en sont aujourd'hui. Commençons par la mission Juno de la NASA. Oui, 2016, c'est l'année où Juno est enfin arrivée à destination. Après un voyage de presque 5 ans, la sonde s'est mise en orbite autour de Jupiter le 4 juillet. Son objectif était, et est toujours, de comprendre l'origine et l'évolution de la planète géante en étudiant ce qui se cache sous ces épaisses couches de nuages. Et les dernières nouvelles montrent que Juno est loin d'avoir terminé son travail. La sonde est toujours opérationnelle, elle a même subi une réparation à distance de sa caméra en 2023 pour prendre des photos de Io, une des lunes de Jupiter. Elle continue de nous envoyer des images magnifiques de la planète. Exactement. Sa mission a été étendue pour étudier l'ensemble du système de Jupiter, y compris ses lunes et ses anneaux. Elle est donc plus active que jamais. Passons à une autre mission qui a marqué 2016, ExoMars, une collaboration entre l'Europe et la Russie. Cette mission avait un goût un peu doux amer, non ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La mission comprenait deux parties. L'orbiteur, appelé Trace Gas Orbiter ou TGO, et un atterrisseur Schiaparelli. L'orbiteur s'est inséré en orbite martienne avec succès le 19 octobre, mais malheureusement, le contact avec l'atterrisseur a été perdu juste avant qu'il ne touche le sol. Il s'est écrasé à cause d'une erreur de l'ordinateur de bord. Malgré cet échec, la partie orbitale de la mission est un franc succès. Le TGO a pour but d'analyser l'atmosphère de Mars à la recherche de gaz rares comme le méthane qui pourraient indiquer une activité biologique ou géologique. Et il remplit parfaitement son rôle. Il a notamment détecté du chlorure d'hydrogène et il sert aussi de relais de communication principal pour les autres missions à la surface de Mars, transmettant une grande partie des données vers la Terre. En 2016, il n'y a pas eu que des arrivées, il y a aussi eu des départs. C'est le cas de la mission Osiris-Rex de la NASA, lancée le 8 septembre de cette année-là. C'était une mission extrêmement ambitieuse. La première mission américaine destinée à prélever un échantillon de sol sur un astéroïde, nommé Bennu, et à le ramener sur Terre. L'idée était d'analyser cet échantillon pour mieux comprendre la formation de notre système solaire. Et là, on peut parler d'un succès total. La capsule contenant l'échantillon est revenue sur Terre en septembre 2023. Les premières analyses sont fascinantes, on y a trouvé des molécules essentielles à la vie. Tout à fait. Et l'histoire ne s'arrête pas là. La sonde, maintenant renommée Osiris-Apex, a été redirigée vers un nouvel astéroïde, Apophis, qu'elle atteindra en 2029. C'est un excellent exemple de recyclage spatial. Enfin, terminons ce tour d'horizon de 2016 avec la fin d'une mission européenne emblématique, Rosetta. Oui, une fin en apothéose.
Après avoir passé plus de 2 ans à escorter la comète 67P, la sonde s'est volontairement posée à sa surface le 30 septembre 2016. C'était nécessaire car la comète s'éloignait trop du Soleil et la sonde n'aurait bientôt plus assez d'énergie pour fonctionner. Cette descente finale a permis de collecter des données et des images d'une proximité inédite. C'était la conclusion parfaite pour une mission qui a révolutionné notre connaissance des comètes. Absolument. En résumé, 2016 a été une année de contraste, avec des arrivées, des lancements, des succès et des échecs. Mais ce qui est clair, c'est que les événements de cette année-là continuent d'alimenter la science et les découvertes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se pencher sur une année charnière pour l'exploration spatiale, 2016. On va parler de 4 acteurs majeurs qui ont vraiment marqué cette année-là. SpaceX, Thomas Pesquet, Jeff Bezos et le programme lunaire chinois Chang'e. Oui, 2016, c'est vraiment l'année où beaucoup de choses ont basculé, notamment avec l'arrivée en force du secteur privé. Commençons par SpaceX, si tu veux bien. Absolument. En 2016, SpaceX a consolidé un exploit technique majeur. Ils ont réussi à faire atterrir plusieurs reprises le premier étage de leur fusée Falcon 9 après des lancements orbitaux. Un atterrissage sur la terre ferme et d'autres sur des barges autonomes en mer. Et c'était fondamental, car ça a prouvé que le concept de fusée réutilisable était viable. L'objectif d'Elon Musk était de réduire drastiquement les coûts d'accès à l'espace. Et c'est ce qui a ouvert la voie à tout ce qu'on voit aujourd'hui, comme les projets de stations spatiales commerciales ou les vols d'essai de la méga-fusée Starship. Exactement. Et pendant ce temps, en Europe, un autre événement se préparait. Le 17 novembre 2016, l'astronaute français Thomas Pesquet s'envolait pour sa toute première mission, Proxima, à bord de la Station spatiale internationale. Une mission de 6 mois qui a eu un impact énorme. Pas seulement pour les 50 expériences scientifiques menées, mais aussi pour l'inspiration qu'il a suscitée. Il a vraiment su communiquer sa passion. Et on voit que cette ambition ne l'a pas quitté. Puisqu'aujourd'hui, il se positionne pour la mission Artemis 3 qui vise à retourner sur la Lune. On passe d'un milliardaire à l'autre. En 2016, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, n'était pas en reste avec sa société Blue Origin. Il a présenté sa vision, des millions de personnes vivant et travaillant dans l'espace pour préserver la Terre. C'était une vision à très long terme, mais il la soutenait avec des avancées concrètes. Cette même année, sa fusée suborbitale New Shepard a volé et atterri avec succès 4 fois. C'était un autre exemple de la faisabilité de la réutilisation, même si à une plus petite échelle que SpaceX à ce moment-là. Et récemment, on a vu le premier décollage de leur fusée bien plus grande, la New Glenn. Enfin, il ne faut pas oublier la Chine. En 2016, le programme d'exploration lunaire Chang'e était déjà bien avancé. Il capitalisait sur le succès de ses missions précédentes pour cartographier et étudier la Lune, préparant le terrain pour la suite. Oui, et la suite a été spectaculaire. Les informations récentes le confirment. La mission Chang'e 6 vient de rapporter les tout premiers échantillons de la face cachée de la Lune. C'est une première mondiale. Ça montre la progression fulgurante de la Chine, qui vise maintenant à installer une base de recherche habitée au pôle sud lunaire. Donc, pour résumer, l'année 2016 a vraiment été un tournant. On a eu la confirmation technologique de la part de SpaceX et Blue Origin sur la réutilisation des fusées, ce qui a changé la donne économique de l'accès à l'espace. C'est ça. On a aussi eu l'inspiration et la science avec la mission de Thomas Pesquet et la consolidation des ambitions d'une grande puissance spatiale comme la Chine. Les événements de cette année-là ont vraiment dessiné le paysage spatial que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 appareils emblématiques d'Airbus en se basant sur des informations datant de 2016 et des nouvelles plus récentes. On va parler du long courrier A350 000 et de l'hélicoptère militaire H225M Caracal. Oui, 2 machines très différentes, mais qui représentent chacune le savoir-faire d'Airbus. Commençons par l'avion, si tu veux bien, l'A350 000. Absolument. Alors, en 2016, l'A350 000 était la grande nouveauté. C'est la version allongée de la famille A350. Son premier vol d'essai a eu lieu le 24 novembre 2016 à Toulouse. C'est un géant de 74 mètres de long, capable de transporter environ 366 passagers en configuration 3 classes. Et c'était un avion très attendu, notamment pour sa technologie. Il est construit en grande partie avec des matériaux composites, ce qui le rend plus léger et plus économe en carburant. Il était clairement positionné comme le concurrent direct du Boeing 777-9X. Exactement, le succès commercial était déjà au rendez-vous avant même sa mise en service. Fin 2016, Airbus avait déjà 195 commandes fermes avec Qatar Airways comme client de lancement. C'était un démarrage très solide.
Et ce succès ne s'est pas démenti. Les informations récentes montrent que de nouvelles compagnies comme China Airlines ou EVA Air ont passé des commandes. On voit aussi que Japan Airlines l'utilise maintenant sur des lignes prestigieuses comme celle de Paris. Passons maintenant à l'hélicoptère, le H-225M Caracal. C'est une autre bête, un hélicoptère militaire lourd et polyvalent, le dernier descendant de la célèbre famille des Pumas. Oui, sa grande force est sa polyvalence. Il est utilisé pour des missions très variées, opérations spéciales, sauvetage au combat, transport de troupes, évacuation médicale. Il a vraiment fait ses preuves sur de nombreux théâtres d'opérations, comme au Sahel par exemple. En 2016, il équipait déjà plusieurs armées dans le monde, comme la France, le Brésil ou le Mexique, mais l'événement marquant de cette année-là a été la signature d'un énorme contrat avec le Koweït pour la fourniture de 30 Caracal. C'était une commande majeure qui a vraiment assis sa réputation. Et là encore, l'histoire continue. Récemment, l'armée de l'air et de l'espace française a reçu de nouveaux Caracal, avec des capacités améliorées, comme de nouvelles caméras ou des radios modernisées. Ils sont déployés en Guyane ou à Djibouti, ce qui montre qu'ils restent un outil essentiel. Donc, pour résumer, que ce soit avec l'A350 000 dans le ciel commercial ou le H225M Caracal sur les théâtres d'opérations militaires, on voit qu'Airbus a développé 2 appareils qui étaient déjà des fleurons en 2016 et qui continuent d'être des succès aujourd'hui. C'est ça. Ils incarnent parfaitement la double compétence d'Airbus. D'un côté, l'innovation pour des vols long courriers plus efficaces et confortables, et de l'autre, la robustesse et la polyvalence pour les missions militaires les plus exigeantes. On va se pencher aujourd'hui sur 3 avions qui ont vraiment marqué la fin de la décennie 2010. L'Airbus A321neo, le Boeing 787-10 et le Dassault Falcon 8X. Ils incarnent une nouvelle génération axée sur la performance et l'efficacité. Absolument. Chacun dans sa catégorie, ils ont redéfini les standards. Commençons par l'Airbus A321neo, si tu veux bien. Oui, l'A321neo. C'est la version modernisée du très populaire A321. Le mot-clé ici est Neo, pour New Engine Option. Il est équipé de moteurs beaucoup plus économes, ce qui lui permet de consommer environ 15% de carburant en moins par siège. C'est énorme. Et ça a tout changé. Non seulement il est plus écologique et économique, mais il a aussi une plus grande autonomie, surtout la version LR pour Long Range. Ça a permis à des compagnies, y compris des low-cost, d'ouvrir des routes transatlantiques avec un avion monocouloir, ce qui était moins courant avant. Exactement. Et il est toujours aussi populaire. Les dernières nouvelles montrent que des compagnies comme EVA Air ou China Airlines continuent de passer d'importantes commandes. C'est un avion qui se vend très bien. On a aussi vu une actualité plus opérationnel. Un A321neo d'Hawaiian Airlines a dû faire demi-tour récemment à cause d'un souci de climatisation. Ça rappelle que même les avions les plus modernes ne sont pas à l'abri de pépins techniques, mais que les procédures de sécurité fonctionnent. Passons au géant de notre trio, le Boeing 787-10 Dreamliner. C'est la version la plus longue de la famille 787, un gros porteur conçu pour les vols long courriers à haute densité. Oui, il peut emporter environ 330 passagers. Sa particularité, comme tous les Dreamliners, c'est sa structure en matériaux composites, qui l'allège et contribue à son efficacité. Il est venu directement concurrencer les Airbus A330 et A350. Et comme l'A321neo, son succès ne se dément pas. Vietnam Airlines vient de recevoir son 5e 787-10 et EVA Air en a aussi commandé de nouveaux. Il continue de renforcer les flottes des grandes compagnies pour les lignes les plus fréquentées. C'est vraiment l'avion idéal pour les routes à fort trafic, comme celle en Asie par exemple. Il offre beaucoup de sièges tout en conservant les avantages économiques de la famille Dreamliner. Enfin, changeons complètement de catégorie avec le Dassault Falcon 8X. Là, on est dans l'aviation d'affaires, le très haut de gamme. Et quelle machine! C'est un jet triréacteur, une configuration assez rare, capable de parcourir près de 12 000 km sans escale. Il est conçu pour le confort maximum sur des vols très longs, avec une cabine extrêmement silencieuse et une pressurisation qui réduit la fatigue. C'est le summum du voyage privé. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment une telle plateforme peut être adaptée. L'actualité récente la plus marquante pour le 8X est militaire. L'armée de l'air française le transforme en avion espion dans le cadre du programme Archange. Oui, c'est un excellent exemple de la polyvalence de ces appareils. Une plateforme civile performante et fiable devient la base d'un système de renseignement ultramoderne. C'est assez impressionnant. Pour résumer, on a donc 3 avions lancés vers 2017-2018 qui, des années plus tard, restent non seulement pertinents, mais continuent d'être au cœur de la stratégie des compagnies aériennes et même des armées.
C'est ça, l'A321 Neo a optimisé le moyen courrier, le 787-10 a densifié le long courrier et le Falcon 8X a repoussé les limites du voyage d'affaires. Il montre bien les grandes tendances de l'aéronautique de cette période, toujours plus loin, plus efficace et plus volatile. On va se pencher aujourd'hui sur quelques grands moments de l'aéronautique et du spatial de l'année 2018. C'était une année assez charnière, avec des nouveautés importantes. Oui, absolument. 2018 a vraiment marqué un tournant, que ce soit dans l'aviation commerciale ou dans la conquête spatiale. On a vu des innovations qui ont redéfini certaines règles du jeu. Commençons par l'aviation commerciale, avec Airbus. En 2018, on a eu la mise en service de l'Airbus A350-1000. C'est le plus grand modèle de la famille A350. Exactement, et ce n'est pas juste une question de taille. Cet avion a été conçu pour être un concurrent direct du Boeing 777. Il mise sur une meilleure efficacité énergétique, ce qui est crucial pour les compagnies, et aussi sur un confort amélioré pour les passagers sur les vols long courriers. C'est ça. Et d'ailleurs, les premières compagnies à le recevoir comme Qatar Airways et British Airways confirment bien son positionnement sur le segment haut de gamme. Tout à fait. Quand on parle d'efficacité énergétique pour un biréacteur long courrier, on parle de moteurs plus performants et d'une aérodynamique optimisée. Pour les compagnies, ça veut dire moins de carburant consommé et donc des coûts d'exploitation plus faibles sur des routes intercontinentales. Passons maintenant au spatial, avec un événement qui a fait énormément de bruit en février 2018, le premier vol de la Falcon Heavy de SpaceX. Ah oui, le fameux lancement avec la Tesla Roadster rouge d'Elon Musk envoyée en orbite autour du Soleil. C'était un coup de communication de génie, mais derrière l'image, il y a une vraie prouesse technique. C'est clair, la Falcon Heavy est devenue à ce moment-là la fusée la plus puissante en service. Sa capacité à emporter des charges très lourdes en orbite est ce qui ouvre la voie à des missions plus ambitieuses, notamment vers Mars. Oui, c'est l'aspect fondamental. Au-delà de la voiture dans l'espace, ce lancement a démontré une nouvelle capacité pour mettre en orbite de gros satellites ou des modules pour de futures missions habitées. C'était une démonstration de force de SpaceX. Et pour finir, revenons à Airbus, mais dans un tout autre segment. Janvier 2018 a vu le premier vol de l'A321 LR. LR pour Long Range. Et ça, c'était une petite révolution. L'idée de faire des vols transatlantiques avec un avion monocouloir, c'était assez nouveau. Traditionnellement, ces routes étaient réservées aux gros porteurs, les bicouloirs. Exactement. L'A321 LR peut transporter plus de 200 passagers sur une distance de 7400 km. C'est une innovation qui a offert une nouvelle flexibilité, surtout pour les compagnies low cost. Oui, ça a permis d'ouvrir ce qu'on appelle des routes longues et fines, c'est-à-dire des liaisons directes entre des villes secondaires qui n'ont pas assez de trafic pour remplir un gros avion comme un A350 ou un Boeing 777. C'est une optimisation incroyable du marché. Donc, pour résumer, l'année 2018 a été marquée par 3 avancées majeures. L'A350-1000 pour le confort et l'efficacité sur le marché des gros porteurs. Oui, le lancement spectaculaire et puissant de la Falcon Heavy qui a redéfini les capacités dans le spatial. Et enfin, l'A321 LR qui a rendu le voyage long courrier plus flexible et accessible, notamment pour les modèles économiques low cost. Une année vraiment riche en innovation. On va se pencher sur quelques événements marquants de l'aéronautique et du spatial qui ont eu lieu en 2018. C'était une année assez riche, avec des missions vers des planètes de notre système solaire et des avancées importantes en matière de présence humaine en orbite. Oui, 2018 a vraiment été une année charnière. On a vu des collaborations internationales, des missions d'exploration très pointues et aussi l'affirmation de nouvelles puissances spatiales. Par où commence-t-on ? Commençons par la mission Bepi-Colombo. C'est une mission conjointe entre l'Agence spatiale européenne, ou ESA, et l'agence japonaise, la JAXA. Elle a été lancée en octobre 2018 avec un objectif très ambitieux, la planète Mercure. Mercure, la planète la plus proche du Soleil. C'est une destination particulièrement difficile d'accès, non ? À cause de l'énorme gravité du Soleil, il faut freiner énormément pour se mettre en orbite autour de Mercure. Exactement, c'est un défi technique majeur et la mission Bepi-Colombo est conçue pour ça. Elle est composée de 2 sondes qui voyageront ensemble mais se sépareront une fois arrivées à destination pour étudier la planète sous différents angles. L'une se concentrera sur la planète elle-même et l'autre sur sa magnétosphère. C'est vraiment une mission complexe. Et l'idée, c'est de mieux comprendre la formation de Mercure et, par extension, la formation des planètes rocheuses proches de leur étoile. C'est une pièce importante du puzzle de notre système solaire. Passons maintenant à une autre planète, Mars. En novembre 2018, la NASA a réussi à faire atterrir la sonde InSight sur la planète rouge.
InSight. C'est un peu différent des rovers comme Curiosity ou Perseverance auxquels on est plus habitué. InSight n'est pas mobile, c'est un atterrisseur fixe. Son but n'est pas d'explorer la surface, mais ce qu'il y a en dessous. C'est ça. Sa mission principale était d'étudier la structure interne de Mars. Pour ce faire, elle était équipée d'instruments de pointe, notamment des sismomètres ultra-sensibles. L'objectif était de détecter les tremblements de Mars, si on peut dire, pour cartographier le noyau, le manteau et la croûte de la planète. C'est de la sismologie planétaire en somme, une première aussi détaillée sur une autre planète que la Terre. C'est fascinant de penser qu'on écoute le cœur d'une autre planète pour comprendre son histoire géologique. Et enfin, le troisième grand événement de 2018 nous ramène plus près de la Terre, en orbite basse. Il s'agit de la Chine et de sa station spatiale, Tiangong. En 2018, la Chine a finalisé l'assemblage de modules clés de sa station. C'est un point très important. Ça marque une étape décisive pour l'autonomie spatiale de la Chine. Alors que la Station spatiale internationale est un projet collaboratif, la Chine a développé son propre complexe orbital durable. C'est une démonstration de force technologique et une affirmation de ses ambitions spatiales à long terme. Absolument. La station Tiangong est devenue pleinement opérationnelle plus tard, mais 2018 a été l'année où les pièces maîtresses ont été mises en place, montrant que leur programme avançait de manière très déterminée. Donc, si on résume, l'année 2018 a été marquée par une exploration planétaire sophistiquée, avec Bepi Colombo en route pour Mercure et InSight qui commençait à sonder l'intérieur de Mars. Exactement. Et en parallèle, on a vu la montée en puissance de la Chine avec sa propre station spatiale, ce qui a redéfini un peu le paysage de la présence humaine dans l'espace. Une année de sciences planétaires et de géopolitique spatiale en quelque sorte. C'est un excellent résumé. 3 événements, 3 ambitions différentes, mais qui montrent tous une dynamique très forte dans le secteur spatial cette année-là. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un moment assez charnière pour l'aéronautique, en particulier l'année 2018. C'est une année qui a vraiment marqué un tournant dans la conception de la mobilité aérienne. 2018, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé de si particulier cette année-là pour que ça soit considéré comme un tournant ? Eh bien, c'est l'année où l'on a vu les tout premiers vols d'essai publics de ce qu'on appelle les taxis volants électriques. On a vu des prototypes de plusieurs entreprises se lancer, notamment le projet Vahana, les prototypes de Lilium Jet en Allemagne et aussi Ehang en Chine. Ah oui, les fameux VTOL. Pour ceux qui ne sont pas familiers, VTOL, ça veut dire Vertical Takeoff and Landing, donc des appareils à décollage et atterrissage verticaux. C'est ça qui est clé pour l'environnement urbain, n'est-ce pas ? Exactement, pas besoin de longues pistes de décollage comme pour un avion classique. L'idée, c'est de pouvoir décoller du toit d'un immeuble par exemple. Et le fait qu'ils soient électriques est aussi fondamental. C'est ce qui les inscrit dans une démarche de transport décarboné. Donc, en 2018, on est passé du concept de science-fiction à de vrais prototypes qui volent publiquement. C'est une étape psychologique et technologique énorme, j'imagine. C'est tout à fait ça. Le texte parle d'une mutation. Et le mot est bien choisi. On ne parle plus seulement d'améliorer l'existant, mais de créer une toute nouvelle forme de mobilité, la mobilité aérienne urbaine. Et elle se veut autonome en plus d'être électrique. Autonome, c'est-à-dire sans pilote à terme. Ça ouvre des perspectives complètement différentes en termes de gestion du trafic et de coûts, même si bien sûr ça pose aussi d'énormes défis réglementaires et de sécurité. Absolument. Ces vols de 2018 étaient avant tout des démonstrations technologiques. Ils ont prouvé que le concept était viable. Le chemin est encore long avant de voir des flottes de taxis autonomes au-dessus de nos villes, mais cette année-là a vraiment posé la première pierre. C'est un bon point. Ça a certainement catalysé beaucoup d'investissements et de recherches dans le secteur par la suite, en montrant que ce n'était plus seulement un rêve. Pour résumer donc, l'année 2018 a été cruciale pour l'aéronautique moderne. Elle a concrétisé la vision des taxis volants avec les premiers essais publics de prototypes comme Vahana, Lilium Jet et Ehang. Et les points clés à retenir, c'est vraiment cette convergence de plusieurs technologies, la propulsion électrique pour un transport décarboné, la capacité de décollage vertical adaptée aux villes et la vision d'un transport autonome, une véritable mutation de la mobilité. Ok, alors parlons un peu de l'année 2019 en aéronautique. C'était vraiment une année charnière pour le secteur spatial, tu ne trouves pas ? Absolument. On a vu à la fois le secteur privé prendre une ampleur nouvelle et les puissances nationales, traditionnelles comme émergentes, affirmer leurs ambitions. C'est un mélange assez fascinant. Commençons par le privé, justement. En 2019, SpaceX a vraiment accéléré le déploiement de sa constellation Starlink.
L'idée, c'est de fournir un accès Internet global grâce à des milliers de satellites en orbite basse. Oui, et c'est ça la révolution. On ne parle plus de quelques gros satellites géostationnaires, mais d'un véritable réseau, une sorte de toile de satellites qui entoure la Terre. Les nombreux lancements cette année-là ont vraiment marqué le début concret de ce projet gigantesque. C'est clair. Et pendant que SpaceX construisait son réseau, les agences spatiales nationales n'étaient pas en reste. La Chine, par exemple, a réussi une première mondiale absolument incroyable. Ah oui, l'alunissage de la sonde Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune. C'est un exploit technique majeur. Il faut bien comprendre que communiquer avec un engin sur la face cachée est impossible directement depuis la Terre. La Lune bloque les signaux. Exactement. Ils ont dû utiliser un satellite relais pour faire le pont, ce qui complexifie énormément la mission. Ça a vraiment démontré leur maîtrise des technologies d'exploration automatisées et bien sûr leurs ambitions croissantes dans le domaine spatial. Ça a clairement positionné la Chine comme un acteur de tout premier plan, capable de réaliser des missions que personne n'avait faites auparavant. Et en parlant d'ambition, il y a aussi l'Inde. Cette même année, le pays a officiellement relancé et confirmé son projet Chandrayaan 3 pour retourner explorer la Lune. C'est un point important car ça montre une volonté de persévérer. Cette décision faisait suite à la mission précédente, Chandrayaan 2, dont l'alunisseur s'était malheureusement écrasé. Confirmer une troisième mission si rapidement, c'était un message fort sur leur détermination à devenir une grande puissance spatiale autonome. Donc, pour résumer l'année 2019, on a eu 3 dynamiques majeures. D'un côté, la révolution de la connectivité mondiale initiée par un acteur privé, SpaceX. De l'autre, une démonstration de force technologique de la Chine avec une première historique sur la Lune. Et enfin, la confirmation des ambitions d'une puissance spatiale émergente, l'Inde, qui ne se laisse pas décourager par les difficultés. Vraiment, 2019 a posé les bases de beaucoup de choses que l'on voit se concrétiser aujourd'hui dans la course à l'espace. Alors, on va se pencher aujourd'hui sur l'aéronautique, avec un focus sur l'année 2019. On va parler de 2 appareils Airbus assez différents, mais très importants. Le Beluga XL et l'A330 MRTT Phoenix. Oui, 2 machines assez fascinantes. Commençons par le Beluga XL, si tu veux bien. Son nom est déjà tout un programme, mais son rôle est vraiment unique dans l'industrie. Absolument. Sa mission principale, c'est le transport de sections d'avions géantes. En fait, c'est un peu le supercargo des airs pour Airbus, essentiel à toute leur chaîne de production. C'est exactement ça. Comme Airbus a des usines un peu partout en Europe, les ailes au Royaume-Uni, des parties du fuselage en France ou en Allemagne, il faut bien un moyen de tout acheminer vers la ligne d'assemblage finale, que ce soit à Toulouse ou à Hambourg. Et c'est là que le Beluga XL intervient. Et le XL n'est pas là juste pour faire joli. Il a été conçu pour remplacer l'ancien Beluga, le Beluga ST, parce que les pièces des nouveaux avions, comme l'A350, devenaient tout simplement trop grandes. Le Beluga XL peut par exemple transporter les 2 ailes d'un A350 en un seul voyage, contre une seule pour son prédécesseur. Ce qui explique l'idée de flexibilité industrielle accrue. En gros, Airbus peut augmenter ses cadences de production beaucoup plus facilement. Moins de vols pour transporter les mêmes pièces, c'est un gain de temps et d'efficacité énorme. Exactement. C'est un atout logistique stratégique. Passons maintenant au 2e appareil de 2019, l'A330 MRTT Phoenix. On change complètement de registre, on passe du civil au militaire. Oui, on parle ici d'un ravitailleur multirôle pour l'armée de l'air et de l'espace française. MRTT, ça signifie multirôle, tanker transport. C'est un avion citerne, mais pas seulement. C'est le point clé. Le terme multirôle est vraiment important ici. L'idée, c'est d'avoir un avion qui peut faire plusieurs choses. Sa fonction première, bien sûr, c'est le ravitaillement en vol des avions de chasse, comme les Rafales. Ce qui est absolument crucial pour les opérations extérieures. Ça permet aux avions de rester en l'air plus longtemps, de parcourir de plus grandes distances. C'est ce qu'on appelle la projection de puissance. Mais du coup, quelles sont ses autres fonctions ? Eh bien, le Phoenix peut aussi être configuré pour le transport de troupes, jusqu'à 273 passagers, ou pour du transport de fret. Et fonction très importante, il peut être transformé en avion d'évacuation médicale, ce qu'on appelle MEDVAC. D'accord, donc c'est un véritable couteau suisse volant. Un seul avion pour plusieurs missions, ce qui renforce l'autonomie stratégique de la France, car elle dépend moins d'alliés ou d'avions spécialisés pour chaque type de mission. C'est tout à fait ça. Pour résumer, l'année 2019 a vu l'arrivée de 2 appareils Airbus très différents, mais tous 2 stratégiques. D'un côté, le Beluga XL, un géant des airs qui optimise la logistique industrielle d'Airbus.
Et de l'autre, l'A330 MRTT Phoenix, un avion militaire polyvalent qui offre une nouvelle capacité et une plus grande autonomie à l'armée française. Deux parfaits exemples de l'innovation dans le secteur aéronautique, que ce soit pour des besoins civils ou de défense. Ok, on va se pencher sur quelques événements marquants de l'année 2021 dans le secteur de l'aéronautique. C'était une année assez charnière pour plusieurs technologies clés. Oui, absolument. Le document qu'on a sous les yeux mentionne 3 points qui, même s'ils datent un peu, ont vraiment posé les bases de ce qu'on voit se développer aujourd'hui. Commençons par le spatial, avec OneWeb. En 2021, ils ont accéléré le déploiement de leur constellation de satellites en orbite basse. C'est un projet soutenu par le Royaume-Uni et l'Inde, entre autres. Et ça, c'est un point crucial. L'orbite basse permet une latence beaucoup plus faible pour la connexion Internet. Ça a vraiment ouvert la compétition avec d'autres acteurs comme Starlink pour fournir un accès Internet global, quasi instantané, n'importe où sur la planète. Exactement. L'impact est potentiellement énorme, surtout pour les zones qui sont traditionnellement mal desservies. On pense aux zones rurales, mais aussi aux usages en mer pour les bateaux ou pour les populations nomades. C'est une vraie transformation des usages. C'est ça, on sort de la dépendance aux infrastructures terrestres comme la fibre ou les antennes relais. C'est un changement de paradigme pour la connectivité. Passons maintenant à l'aviation plus proche de la Terre avec la transition énergétique. Le deuxième point, c'est l'Aviation Alice. Ah oui, l'avion 100% électrique. En 2021, les prototypes entraient en phase de test intensif. C'est une promesse majeure pour décarboner le transport régional sur des courtes distances. C'est ça, l'idée d'un avion régional sans émissions de carbone, c'est un peu le but ultime du secteur. Donc ces tests intensifs de 2021 étaient une étape très observée par toute l'industrie. Oui, parce que le défi est immense. Il y a beaucoup de questions techniques sur l'autonomie, le poids des batteries, la sécurité. Voir des prototypes avancer concrètement, c'est ce qui rend le projet crédible et qui prouve que c'est possible. Et dans la même veine de l'aviation propre, on a le troisième projet, le Voltairo Cassio. Lui, il adopte une approche un peu différente. C'est ça, il n'est pas 100% électrique, mais hybride. Il combine une motorisation électrique et une motorisation thermique, un peu comme une voiture hybride. C'est une solution qui peut être vue comme plus pragmatique à court terme. Pourquoi est-ce plus pragmatique? À cause des limites des batteries actuelles? Exactement. L'hybride permet de contourner le problème de l'autonomie limitée du tout électrique. Le moteur thermique peut recharger les batteries en vol ou prendre le relais, ce qui augmente la distance franchissable et offre une redondance importante pour la sécurité. Le fait que le Cassio ait franchi des étapes de test en vol en 2021 montre bien le dynamisme de l'innovation française et européenne sur ce créneau. Donc, pour résumer, l'année 2021 a été marquée par 3 avancées majeures. La course à l'Internet par satellite en orbite basse avec OneWeb, la concrétisation de l'aviation régionale tout électrique avec Aviation Alice et le développement de solutions hybrides comme le Voltairo Cassio. C'est une excellente synthèse. On voit bien les 2 grands axes qui se dessinaient. D'un côté, la connectivité globale depuis l'espace, et de l'autre, la décarbonation du transport aérien avec différentes approches technologiques. Ces projets, qui étaient en test en 2021, sont aujourd'hui au cœur des stratégies industrielles du secteur. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur l'exploration de Mars et plus particulièrement sur l'année 2021, qui a été exceptionnellement riche en événements aérospatiaux. Oui, 2021 a vraiment été une année charnière pour la planète rouge. On a assisté à l'arrivée de 3 missions distinctes menées par 3 pays différents, ce qui montre bien que l'exploration spatiale se diversifie. Commençons par la mission américaine, celle qui a peut-être fait le plus de bruit. En février de cette année-là, le rover Perseverance de la NASA a atterri avec succès sur Mars. C'est exact. Et ce n'était pas juste un rover de plus. Perseverance transportait une véritable innovation, le petit hélicoptère Ingenuity. C'est un détail crucial car il a réalisé le tout premier vol motorisé sur une autre planète. Et c'était loin d'être gagné, n'est-ce pas? L'atmosphère de Mars est très très fine, à peu près 1% de la densité de celle de la Terre. Faire voler un drone là-bas, c'était un défi technique énorme. Absolument. Le succès d'Ingenuity a prouvé que l'exploration aérienne était possible sur Mars. Ça ouvre des perspectives complètement nouvelles pour les futures missions, pour explorer des terrains inaccessibles, rover par exemple. Mais les Américains n'étaient pas seuls. La Chine a aussi réussi une mission très complexe, Tianwen-1. Oui, et la mission chinoise était particulièrement ambitieuse. Ils ont réussi à faire 3 choses en une seule mission. Placer une sonde en orbite, faire atterrir un atterrisseur et déployer un rover nommé Zhurong. C'est une performance technique de très haut niveau. C'est vrai que c'est une démonstration de capacité impressionnante. En général, les agences spatiales procèdent par étapes, avec plusieurs missions. Là, la Chine a montré qu'elle maîtrisait toutes les phases d'une exploration planétaire complexe. Tout à fait.
Cela a vraiment confirmé la Chine comme une puissance spatiale de premier plan, capable de rivaliser avec les États-Unis et la Russie dans l'exploration du système solaire. Et pour finir, il y a eu une troisième mission marquante cette année-là, celle des Émirats arabes unis. Oui, la sonde Hope, c'était la première mission interplanétaire lancée par un pays arabe, un moment historique. Contrairement aux autres, Hope n'a pas atterri. C'est un orbiteur dont le but est d'étudier l'atmosphère et le climat de Mars sur une longue période. Donc, si on récapitule, en 2021, on a eu 3 approches différentes de l'exploration de Mars. Les États-Unis avec une innovation technologique majeure, la Chine avec une mission tout en un très complète, et les Émirats arabes unis qui ont fait leur entrée dans le club très fermé des nations exploratrices de Mars. Exactement ça. Cette année-là a vraiment illustré que l'exploration de Mars n'est plus l'affaire de quelques nations seulement. C'est devenu un objectif plus global, avec de nouveaux acteurs qui apportent leurs propres compétences et leurs propres questions scientifiques. Une année vraiment clé pour l'exploration spatiale. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur l'année 2022, qui a été particulièrement riche pour le secteur spatial. Il y a eu 3 événements majeurs qui ont vraiment marqué cette année-là. Oui, une année assez dense en effet. On pourrait commencer par le plus médiatisé, je pense. Le télescope spatial James Webb. Exactement. C'est en 2022 que le James Webb Space Telescope, ou JWST, est vraiment entré en service. Il a commencé à nous envoyer ses premières images, et elles étaient assez incroyables. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est souvent qualifié de télescope spatial le plus puissant jamais construit, et c'est justifié. Il a tout de suite commencé à révolutionner l'astrophysique. Sa capacité à observer dans l'infrarouge nous donne un accès sans précédent à l'univers très jeune, ce qui change notre compréhension de la formation des premières galaxies. Passons au deuxième événement marquant. C'est un autre type de technologie, les premiers vols de la navette Dream Chaser. Oui, la navette développée par l'entreprise américaine Sierra Space. Pour l'instant, il s'agit de vols non habités. Sa mission principale, c'est le ravitaillement en cargo de la Station spatiale internationale, ou ISS. Mais le projet a bien une ambition de vol habité à terme. Et ce qui la distingue vraiment, c'est sa méthode d'atterrissage, n'est-ce pas ? Tout à fait. Contrairement aux capsules qui amérissent ou atterrissent avec des parachutes, le Dream Chaser est conçu pour se poser comme un avion, sur une piste classique. Ça simplifie grandement la récupération du véhicule et du fret, et ça s'inscrit pleinement dans la logique de la réutilisation, qui est un enjeu économique et écologique majeur pour le spatial aujourd'hui. D'accord. Et enfin, le troisième point nous emmène en Chine, avec la station spatiale Tiangong. Oui, en 2022, la Chine a complété l'assemblage de sa station. C'est un avant-poste orbital composé de 3 modules principaux. Elle peut désormais accueillir des équipages, qu'on appelle les taïkonautes, pour des séjours de longue durée. C'est un symbole très fort de l'autonomie et de l'ambition croissante du programme spatial chinois. Donc, si on résume, l'année 2022 a été marquée par 3 avancées majeures. La mise en service d'un outil d'observation scientifique révolutionnaire avec le JWST, les débuts d'un nouveau véhicule de ravitaillement privé et réutilisable, le Dream Chaser, et enfin la consolidation d'une nouvelle puissance spatiale avec la station chinoise Tiangong. C'est une excellente synthèse. Ces 3 événements illustrent parfaitement les grandes tendances du spatial aujourd'hui. La recherche fondamentale à l'échelle internationale, l'innovation portée par le secteur privé et bien sûr les ambitions géopolitiques nationales. C'était vraiment une année charnière pour l'exploration spatiale. Ok, on va se pencher sur quelques événements marquants de l'année 2022 dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Le document qu'on a ici en liste 3, qui sont assez révélateurs des tendances actuelles. Oui, c'est une année qui a été assez riche en innovation. Par quoi est-ce qu'on commence ? Commençons par l'aviation électrique, avec le premier vol d'un appareil qui a fait pas mal de bruit, l'avion Alice de la société Aviation. Ah oui, Aviation Alice. C'est bien le premier avion de ligne présenté comme étant 100% électrique, c'est ça ? Exactement. Il a réalisé son vol inaugural avec succès en 2022. C'est un appareil qui est pensé pour l'aviation régionale, donc pour des trajets assez courts. Et on a des détails sur ses capacités ? Par exemple, combien de passagers ? Quelle distance il peut parcourir ? Oui, le document précise qu'il peut transporter 9 passagers sur une distance d'environ 800 km. C'est vraiment une avancée majeure pour la décarbonation du transport aérien sur les courtes distances. 800 km, c'est déjà significatif pour de l'électrique. Ça ouvre concrètement la porte à des liaisons zéro émission entre des villes proches. C'est une étape symbolique, mais très importante pour l'avenir du secteur. Tout à fait. On passe d'un concept à quelque chose de concret. Le deuxième point nous amène à l'aviation autonome et aux drones solaires avec Skydweller Aero.
Skydweller, ça me dit quelque chose. C'est bien lié au projet Solar Impulse, n'est-ce pas? C'est bien ça. Le démonstrateur qui a volé est un dérivé de Solar Impulse 2. L'idée ici, c'est d'avoir un aéronef autonome, donc sans équipage, capable de voler pendant de très longues durées grâce à l'énergie solaire. Et pour quel type de mission? J'imagine que ce n'est pas pour du transport de passagers. Non, pas du tout. On parle plutôt de surveillance, de communication, d'observation, des missions qui demandent de la persistance sur une zone. En fait, le document indique qu'il se positionne comme une alternative aux satellites pour certaines applications civiles et militaires. C'est intéressant comme concept. Une sorte de satellite à basse altitude, plus flexible et potentiellement moins cher à déployer. Ça préfigure vraiment une aviation plus robotisée et durable. Exactement. Et pour le dernier point, on quitte l'atmosphère terrestre pour aller dans l'espace. Il s'agit du lancement par l'Inde de la sonde Aditya L1. Aditya L1, c'est une mission solaire, si je me souviens bien. Et qu'est-ce qui la rend si particulière? C'est la première mission asiatique entièrement dédiée à l'étude du Soleil. Le document mentionne un lancement réussi en 2022, même si le lancement effectif a eu lieu en 2023. L'important est que le projet a vraiment pris son envol durant cette période. La sonde, elle, est positionnée au point de Lagrange L1. Ah, bonne précision sur la date. Et oui, le point de Lagrange L1. C'est un point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil, c'est bien ça. Ça lui permet d'avoir une vue constante et sans obstruction de notre étoile. C'est l'endroit idéal pour surveiller la couronne solaire et ce qu'on appelle la météo spatiale. C'est exactement ça. Cette mission est donc cruciale pour mieux comprendre les phénomènes solaires qui peuvent affecter nos technologies sur Terre. Et c'est aussi une démonstration de l'autonomie technologique croissante de l'Inde dans le secteur spatial. Absolument. C'est une étape majeure pour leur programme spatial et pour la science en général. Donc, pour résumer, l'année 2022 a été marquée par des avancées concrètes vers une aviation plus propre avec Aviation Alice, le développement d'une aviation autonome et durable avec les drones solaires de Skydweller et des progrès significatifs dans l'exploration spatiale avec la mission indienne Aditya L1. Oui, ces trois événements, bien que différents, pointent tous les trois vers les mêmes grandes tendances, la durabilité, l'autonomie et l'émergence de nouveaux acteurs majeurs dans le domaine aérospatial. Une année charnière sans doute. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur quelques grands événements du secteur spatial qui ont marqué l'année 2023. On a deux sujets principaux, les avancées de SpaceX avec son Starship et la préparation du lanceur européen Ariane 6. Oui, deux projets très différents, mais tout aussi cruciaux pour l'avenir de l'accès à l'espace. Commençons par SpaceX, si tu veux bien. L'année 2023 a été vraiment une étape clé pour eux. Absolument. Ils ont réalisé plusieurs tests de vol du système complet Starship Super Heavy. Le document mentionne que ces tests ont été parfois explosifs. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est un peu la méthode SpaceX. Tester, échouer, apprendre vite et recommencer. Même si ça se termine par une explosion, chaque vol leur fournit une quantité incroyable de données. L'objectif final, c'est de valider la conception d'un véhicule entièrement réutilisable. Et c'est ça le point fondamental, la réutilisabilité complète. C'est ce qui pourrait changer radicalement le coût de l'accès à l'espace et permettre de transporter des charges très lourdes, que ce soit pour la logistique en orbite ou à plus long terme pour des missions vers la Lune et Mars. Exactement. C'est la vision de la colonisation spatiale qui est derrière tout ça. Sans un lanceur lourd et économique, ces projets restent de la science-fiction. Starship est censé être la machine qui rendra ça possible. D'accord. Passons maintenant à l'Europe. Pendant que SpaceX faisait ses tests spectaculaires, l'Europe finalisait la préparation de son nouveau lanceur Ariane 6. Oui, le contexte est différent. Ariane 6 doit prendre la relève d'Ariane 5 et assurer la continuité de l'accès européen à l'espace. L'enjeu, c'est la souveraineté, ne pas dépendre d'autres pays ou d'acteurs privés pour lancer nos satellites. Le texte parle d'une flexibilité et d'une compétitivité accrue. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, Ariane 6 est conçue pour être plus modulable qu'Ariane 5. Elle pourra par exemple rallumer son moteur supérieur pour placer des satellites sur différentes orbites au cours d'une même mission. Et côté compétitivité, l'idée est de réduire les coûts de production et d'exploitation pour mieux se positionner sur le marché commercial face à la concurrence, notamment celle de SpaceX. Intéressant. On note aussi une coopération avec le Japon sur ce programme. C'est un aspect important, oui. La coopération internationale est fréquente dans le spatial. Dans ce cas, il y a des transferts de technologies, notamment sur les étages du lanceur et la gestion du trafic spatial. Ça permet de partager les coûts de développement et de bénéficier des expertises de chacun. Donc pour résumer l'année 2023 sur ces deux points, d'un côté, on a SpaceX qui pousse très fort sur l'innovation de rupture avec un système entièrement réutilisable, quitte à ce que ça explose, et de l'autre, l'Europe qui prépare
prépare méthodiquement son nouveau lanceur, Ariane 6, pour assurer son autonomie et sa compétitivité. C'est une très bonne synthèse. 2 philosophies, 2 stratégies, mais un même objectif. Repousser les frontières de l'exploration et de l'utilisation de l'espace. L'année 2023 a vraiment été une année de préparation pour de grandes choses à venir, notamment le premier vol d'Ariane 6 prévu en 2024. Alors, aujourd'hui, on va parler de 2 événements assez marquants dans le monde de l'aéronautique qui se sont passés en 2023. Ah oui, une année qui a vu pas mal d'innovations. Je suis curieux de voir ce que tu as retenu. On commence par quoi ? Commençons par ce qui s'est passé au Salon du Bourget. La société Voltaero a fait une annonce importante avec la présentation du Cassio 330. Le Cassio 330. C'est bien l'avion à propulsion hybride dont on a pas mal entendu parler ? Exactement. C'est le premier de leur gamme qui utilise un système hybride, c'est-à-dire à la fois électrique et thermique. Il est conçu pour l'aviation régionale. D'accord, donc pour des vols plus courts. Et l'objectif, c'est évidemment de réduire l'empreinte carbone, j'imagine. Oui, c'est tout l'enjeu. Ce démonstrateur est vraiment un symbole de la transition vers une aviation plus propre. Voltaero vise une mise en service autour de 2025, ce qui est relativement proche. 2025, c'est demain. C'est une avancée concrète et rapide, donc. Et c'est un projet français, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ça illustre bien la dynamique de l'innovation française dans le secteur. Passons au deuxième sujet, qui est peut-être plus futuriste dans sa forme, l'accélération des projets de type Blended Wing Body, ou BWB. Blended Wing Body, peux-tu nous expliquer ce que c'est ? Le nom est assez évocateur. Bien sûr. C'est une architecture d'avion où le fuselage et les ailes sont fusionnés en un seul corps. Il n'y a plus la distinction nette entre le tube du fuselage et les ailes sur les côtés. L'avion ressemble un peu à une aile volante. Et quel est l'avantage d'une telle conception ? L'avantage principal est aérodynamique. Cette forme permet de réduire considérablement la traînée, c'est-à-dire la résistance de l'air. Qui dit moins de traînée dit meilleure efficacité énergétique et donc une grosse économie de carburant. On a une idée du gain potentiel ? Oui, les estimations parlent d'une économie de carburant d'au moins 20%, ce qui est énorme à l'échelle du transport aérien. En 2023, des acteurs majeurs comme Airbus, Boeing ou même la NASA ont présenté ou testé des prototypes. Donc on n'est plus seulement au stade du concept, les premiers essais ont validé la faisabilité technique. C'est ça. Ces essais ouvrent des perspectives très intéressantes pour le transport aérien de demain. Donc pour résumer, on a eu 2 grandes tendances en 2023. D'un côté, une solution concrète et à court terme pour l'aviation régionale avec l'hybridation du Cassio 330. Et de l'autre, une vision à plus long terme avec le Blended Wing Body qui pourrait révolutionner le design des avions et leur consommation. 2 approches différentes, mais qui vont dans le même sens. Une aviation plus durable. Alors, on va se pencher sur les grands événements spatiaux qui ont marqué l'année 2024. Et on peut dire que ça a été une année assez chargée, notamment pour l'Europe. Oui, absolument. Le premier point, et c'est un point majeur, c'est le succès du premier vol d'Ariane 6 en juillet. C'était un moment très attendu. Très attendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce lanceur, Ariane 6, il représente vraiment la nouvelle génération pour l'accès européen à l'orbite. On parle de performances améliorées, de plus de flexibilité pour les missions. Exactement. Et surtout de coûts optimisés. C'était un enjeu crucial pour rester compétitif face à des acteurs comme SpaceX. Ce succès, ça replace vraiment l'Europe sur la carte du spatial mondial et ça lui redonne une autonomie d'accès à l'espace, ce qu'elle avait un peu perdu. C'est un bon point. Et au-delà des lanceurs, il y a eu des missions scientifiques fascinantes. On peut parler de la mission ERA de l'Agence spatiale européenne ou ESA. Oui, ERA. Alors, pour bien comprendre, il faut se souvenir de la mission DART de la National Aeronautics and Space Administration, ou NASA, qui avait percuté un astéroïde pour tenter de dévier sa trajectoire. ERA, c'est en quelque sorte la suite. La mission européenne est allée voir les conséquences de cet impact. Donc, elle étudie les débris, le cratère, pour comprendre précisément comment on peut dévier un objet potentiellement dangereux. C'est du concret pour la défense planétaire. C'est ça. On passe de la théorie à la pratique. On apprend à se défendre contre une menace qui, même si elle est rare, est bien réelle. C'est une collaboration internationale intéressante d'ailleurs. En parlant de missions marquantes, on ne peut pas ignorer la Chine, qui a réalisé un exploit avec Chang'e 6. Ah oui, le retour d'échantillons de la face cachée de la Lune. C'est une première mondiale. Techniquement, c'est extrêmement complexe, car il n'y a pas de communication directe avec la Terre depuis cette face. Et scientifiquement, c'est une mine d'or potentielle.
Ces échantillons pourraient nous en apprendre énormément sur la formation de la Lune et du système solaire. La Chine se positionne clairement comme un leader de l'exploration lunaire automatisée. Absolument. Et elle n'est pas la seule à s'intéresser à la Lune. L'Inde aussi a consolidé sa position de grande puissance spatiale cette année. C'est vrai, avec les résultats de la mission Chandrayaan-3 qui s'était posée près du pôle sud lunaire, l'Inde a fourni des données scientifiques majeures sur cette région. Oui, et l'enjeu principal au pôle sud, c'est la recherche d'eau sous forme de glace. Trouver de l'eau sur la Lune changerait complètement la donne pour les futures missions habitées. L'Inde joue un rôle de premier plan dans cette exploration internationale. Donc, si on résume l'année 2024, on a d'un côté le retour en force de l'Europe avec un lanceur souverain, Ariane 6. Exact. On a aussi des avancées concrètes sur la défense de notre planète avec Hera. Et enfin, une accélération de l'exploration lunaire avec la Chine et l'Inde qui s'affirment comme des acteurs incontournables aux côtés des États-Unis. Une année vraiment riche en enseignements. Alors, on va se pencher sur quelques événements marquants de l'aéronautique pour l'année 2024. On observe deux tendances assez différentes. D'un côté, un prototype électrique très ambitieux, et de l'autre, le déploiement massif d'appareils plus conventionnels. Intéressant. Commençons par le côté futuriste alors. Tu parles du MEV 01, c'est ça? De quoi s'agit-il exactement? Oui, le MEV 01. C'est un prototype d'avion tout électrique de 44 places. Il est conçu spécifiquement pour le transport régional. Apparemment, son développement et ses essais sont entrés dans une phase décisive cette année. 44 places, ce n'est pas rien pour un avion électrique. La plupart des projets dont on entend parler sont beaucoup plus petits. Quel est l'objectif final de cet appareil? L'objectif est assez clair, opérer des lignes courtes et moyennes de manière entièrement décarbonée. L'idée, c'est de venir directement concurrencer le train et même l'automobile sur certains trajets, notamment sur les marchés européens et asiatiques, où les distances entre les villes se prêtent bien à ce type d'appareil. D'accord, donc on vise une alternative zéro émission pour les voyages interrégionaux. C'est une vision très claire de l'avenir de l'aviation. Mais en parallèle, tu as aussi mentionné les turbopropulseurs, ce qui semble plus ancré dans le présent, non? Exactement. C'est l'autre facette de l'actualité de 2024. On a un déploiement massif de deux modèles, le TBM 960 et le Kodiak 900. Ce sont des turbopropulseurs, des avions très fiables et efficaces. Et pourquoi cette forte production maintenant? Quelle est la raison de cette demande croissante? Eh bien, leur production répond à un besoin de transport qui soit à la fois sûr, flexible et économique. Ces appareils sont très polyvalents et servent dans l'aviation d'affaires, le transport régional de passagers et même la logistique. Ils sont en quelque sorte les bêtes de somme de l'aviation sur les courtes distances. Donc, si je comprends bien, pendant que des projets comme le MEV 01 préparent l'aviation de demain, l'industrie s'appuie massivement sur des technologies éprouvées, comme les turbopropulseurs, pour répondre aux besoins immédiats du marché, c'est ça? C'est tout à fait ça. On a une double dynamique. D'un côté, l'innovation de rupture, avec l'électrique, qui demande encore du temps pour arriver à maturité. De l'autre, la consolidation du marché actuel, avec des appareils performants et économiques qui sont disponibles tout de suite. En résumé, les points clés de 2024 dans ce secteur sont donc d'une part les avancées significatives vers l'aviation régionale électrique avec le MEV 01 et d'autre part la forte croissance de la flotte de turbopropulseurs modernes pour répondre à la demande actuelle. L'industrie avance sur deux fronts simultanément. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur des informations assez intéressantes concernant l'aéronautique en 2024. Il y a deux sujets majeurs qui ressortent, la mobilité aérienne urbaine et la propulsion des futurs avions de ligne. Oui, deux domaines qui semblent très différents mais qui dessinent tous les deux le futur du transport aérien. Commençons par ce qui est peut-être le plus spectaculaire, les taxis volants. Exactement. Le document mentionne que 2024 est l'année des premiers vols grandeur nature pour plusieurs taxis volants électriques, qu'on appelle aussi VTOL. On parle d'acteurs comme Volocopter, Joby ou encore eHang. Ok, donc VTOL, ça veut dire Vertical Take-Off and Landing, ou décollage et atterrissage verticaux. Et quand on dit grandeur nature, ça signifie qu'on sort des prototypes de laboratoire pour tester les appareils dans des conditions réelles. C'est tout à fait ça. Ces vols sont une étape cruciale. Ils ouvrent la voie à une mobilité urbaine qui se veut plus verte, car électrique, et plus flexible, car elle évite le trafic au sol. D'ailleurs, des services pilotes sont déjà annoncés dans certaines grandes villes. C'est intéressant parce que ça rend le concept beaucoup plus concret. On n'est plus dans la science-fiction, mais dans la phase de pré-déploiement. C'est une avancée significative pour le transport de demain dans les métropoles.
Tout à fait. Et en parallèle de cette révolution pour les courtes distances, il y a une autre innovation majeure pour les vols plus longs. Il s'agit des moteurs de nouvelle génération et notamment de l'architecture OpenFan. L'OpenFan, le nom est assez évocateur. Le document cite le CFM RISE. Qu'est-ce que cette technologie a de si particulier par rapport aux réacteurs actuels ? Alors, l'idée de l'OpenFan, ou soufflante ouverte, c'est que les grandes pales du ventilateur à l'avant du moteur ne sont plus carénées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus enfermées dans une nacelle comme sur les moteurs classiques. Cette conception permet d'avoir un diamètre de soufflante beaucoup plus grand. Et un plus grand diamètre permet de brasser plus d'air, ce qui améliore le rendement, c'est ça ? Le but est donc de consommer moins de carburant. Exactement. Le but est d'atteindre un rendement énergétique bien plus élevé et par conséquent une sobriété carbone significative. Les essais à grande échelle qui ont lieu cette année sont déterminants pour valider cette technologie. Et le texte mentionne un horizon à 2030. Donc ces tests sont vraiment la clé pour préparer la propulsion des avions de transport aérien de la prochaine décennie. C'est ça. Pour résumer, l'année 2024 est vraiment charnière pour l'aéronautique. D'un côté, on a la concrétisation de la mobilité aérienne urbaine avec les VTOL qui effectuent leur premier vrai vol. Et de l'autre, on a une avancée technologique majeure avec les moteurs OpenFan qui promettent de rendre le transport aérien plus durable à moyen terme. Deux innovations qui vont profondément transformer notre façon de voyager. Au cours de ces dernières années, et plus précisément entre 2016 et 2024, l'aéronautique et la spationautique ont connu des transformations spectaculaires. On a assisté à plusieurs évolutions majeures. Il y a eu les missions ambitieuses vers Mars, Jupiter et même au-delà, l'essor des compagnies privées comme SpaceX et Blue Origin, ainsi que les avancées technologiques dans l'aviation durable et les avions réutilisables. Tous ces éléments ont marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'exploration spatiale et du transport aérien. D'ailleurs, des projets qui semblaient futuristes, comme les taxis volants électriques et l'aviation à hydrogène, ne sont plus de simples rêves, mais bien des réalités en développement. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. En 2025, de nouveaux jalons seront atteints. On s'attend à des missions spatiales encore plus audacieuses et à des innovations qui promettent de changer radicalement nos modes de transport, tant dans l'espace que sur Terre. C'est pourquoi, dans notre prochain épisode, nous nous plongerons dans les événements majeurs de 2025. C'est une année qui s'annonce pleine de nouvelles révolutions et de projets spectaculaires dans l'aviation et l'exploration spatiale. Alors, restez à l'écoute